Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre. Vous êtes sur ma page LinkedIn, mon nom est Badr Zabiyan et nous trouvons aujourd'hui au Palais des Congrès de Montréal pour l'événement World Summit AI. Je me trouve dans l'espace de Innovum Centre de données, c'est le B50 si vous voulez nous rejoindre pour nous saluer. Et je remercie Innovum d'avoir mis à disposition cet espace-là pour notre diffusion en direct aujourd'hui. Et je me trouve avec mon invité Philippe Couillard, le 31e premier ministre du Québec, qui nous donne un peu de son temps pour venir discuter avec nous aujourd'hui au Palais des Congrès. Monsieur Couillard, qui était le 31e premier ministre du Québec et qui est présentement consultant senior avec Strategy Corp et Mercure Conseil aussi. Oui. Monsieur Couillard, bonjour. Bonjour, Badr, je suis heureux de te revoir. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Et, écoutez, aujourd'hui, on voudrait vous parler d'intelligence artificielle, mais aussi de toute l'infrastructure qui soutient ces applications-là. C'est intéressant parce que le secteur de l'intelligence artificielle a quand même commencé pas mal sous votre mandat à Montréal, si je ne m'abuse, au Québec en tout cas. Je me souviens d'une entrevue que j'avais lue avec Monsieur Joshua Bengio et vous-même à la place Ville-Marie en 2018 avec Alec Castonguay qui faisait cette entrevue. Puis vous disiez que c'était un changement de civilisation pratiquement, le secteur de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette affirmation-là? Oui, et je dirais non seulement je suis d'accord, mais le changement s'accélère. La signification du changement devient de plus en plus apparente, y compris pour les citoyens communs dans la rue, dans la société, parce que tout le monde, en le sachant ou non, a des contacts maintenant avec les algorithmes d'intelligence artificielle, que ce soit pour se faire suggérer des achats en ligne ou pour des choses un peu plus perfectionnées. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans la société. Oui, le Québec a été une des premières juridictions à encadrer financièrement avec un soutien gouvernemental le développement de ça, misant sur les forces qu'on a ici au Québec. Et quelques années plus tard, on voit où ça en est avec ChatGPT, la nouvelle génération, tous les autres systèmes qui sont annoncés. C'est vraiment un changement très, très profond. Puis vous, M. Couillard, est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle tous les jours, par exemple ChatGPT? Est-ce que vous utilisez ça dans votre vie quotidienne? Oui, par exemple, quand j'ai des recherches, classiquement, on fait des recherches Google, là. Ouais. Mais je fais beaucoup de recherches maintenant à partir de ChatGPT sur des sujets très pointus. Et à date, je suis assez impressionné par ce que je vois, par le temps de réponse également qui est très rapide, et puis la qualité des réponses également qui varie. Parfois, il y a des petites erreurs. Il faut les pointer à l'intelligence artificielle qui reconnaît tout de suite « Oh, excusez-moi, désolé », donc qui replace sa réponse dans la bonne direction. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui va devenir encore plus commun au cours des prochaines années. Puis est-ce que vous avez peur que certaines professions soient menacées ou est-ce que ça va un peu trop vite? On parle, M. Bengio était là hier au World Summit AI pour dire qu'il fallait peut-être mettre une pause un peu pour quelques mois sur le développement de ces algorithmes-là. Dans l'histoire de l'humanité, les gens qui ont essayé de mettre sur pause l'innovation, en général, ils ont échoué. C'est un mouvement profond qui avance. Il s'agit juste de voir comment est-ce qu'on va encadrer ça. C'est ça le grand débat pour la société. Alors, il y a deux extrémités. Soit on fait le laisser-faire, on laisse ça se développer un peu de façon anarchique selon les lois du marché uniquement. Ou à l'autre extrémité, on met en place une réglementation très sévère qui a comme conséquence, malheureusement, parfois de freiner l'innovation. Donc, comme d'habitude, dans nos sociétés, on va avoir une solution à mi-chemin entre le laisser-faire et l'encadrement très strict. Dans le monde, actuellement, c'est l'Union européenne, à mon avis, qui montre le plus de progrès dans un régime d'encadrement de l'intelligence artificielle. Ce sera à suivre pour des pays comme le nôtre, pour l'adapter à notre réalité. Puis on voit d'autres exemples où il y a plus de laisser-faire que de réglementation. Mais j'aurais tendance à choisir une réglementation intelligente. C'est quand même un domaine qui a des secteurs à risque pour la société. Pensons au secteur de la loi et de l'ordre, le secteur militaire, le secteur de la santé, le secteur des transports avec la conduite autonome des véhicules et tout. Donc, on ne peut pas laisser ça uniquement aux lois du marché. Parce qu'il y a des pays qui servent, par exemple, dans le secteur de la loi et de l'ordre, pour identifier des opposants, pour les traquer. C'est réel. Oui. Puis en plus, il y a toute la question de l'utilisation militaire. On les voit maintenant, les premiers robots, que ce soit les drones en Ukraine, où il y a encore bien des choses qu'on ne connaît même pas, qui sont déjà présentes et qui ont comme capacité possible de tuer des gens dans le cadre d'opérations militaires. Alors, il faut le réaliser, il faut le voir. Mais encore une fois, je veux juste répéter ça, c'est important. À chaque fois que l'humanité a essayé de bloquer l'innovation technologique, ça n'a pas marché.
Il y a un exemple classique, c'est celui des métiers à tisser en Angleterre au 19e siècle, où les gens, voyant ces machines qui arrivaient, avaient tous peur de perdre leur emploi. Et il y a eu littéralement des émeutes violentes. Les gens ont détruit les machines. C'était un mouvement de gens qu'on appelait les Luddites, du nom de leur leader. Ouais. Et ça n'a pas fonctionné. Les machines, elles se sont installées. Puis bon, il y a eu les syndicats qui se sont tranquillement implantés, qui ont réussi à faire un équilibre. Mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est assez futile de penser qu'on peut bloquer l'innovation. Il s'agit de la canaliser et de l'encadrer comme il faut. Je parlais avec une personne qui est une personnalité du secteur de l'intelligence artificielle à Montréal, Ravi Por, qui est associé à KPMG. Puis elle me disait que juste il allait avoir, même s'il y a certains métiers qui allaient plus exister, l'intelligence artificielle allait créer de nouveaux sortes de métiers dont on n'a pas forcément idée maintenant. Peut-être qu'il va y avoir un peu plus de place pour les gens un peu plus créatifs aussi. Ouais, c'est vrai. Par contre, il faut être réaliste également. En fait, historiquement, c'est ce qui s'est produit. Les nouvelles technologies ont créé des activités, de l'emploi, dans des domaines liés à l'utilisation de ces technologies-là. Mais là, il faut réfléchir aux conséquences sociales. C'est-à-dire que les gens qui sont déplacés de leur emploi ne sont pas les mêmes qui vont avoir les emplois nouveaux. Donc, il faut toute la question du recyclage, de l'entraînement, de la formation des gens devient absolument majeure. Sinon, on risque de polariser la société envers les gens qui sont capables de fonctionner dans cet environnement-là et ceux qui ne le sont pas. Puis, ces applications-là de l'intelligence artificielle, de ce secteur-là, on pense que c'est virtuel, mais en fait, ça demande quand même une infrastructure physique. Ouais. Je suis avec Enovum, un centre de données, puis on le voit tous les jours, là, des gens, des compagnies qui ont besoin dans le secteur médical, dans le secteur des jeux vidéo, dans le secteur du cinéma, dans le secteur bancaire même, ont besoin de puissance de calcul pour faire fonctionner ces algorithmes-là. Je sais que on vous montrait tout à l'heure un serveur informatique avec ce qu'on appelle des GPU. Est-ce que vous pensez que ces serveurs-là, est-ce qu'en fait, vous saviez comment ça fonctionne avant qu'on vous le présente, par exemple, ce matin? Parce que beaucoup de gens l'ignorent. Non, peu de gens les ont vus en réalité ou physiquement, mais tu sais, quand je vois ces progrès, ça me fait penser à ma tendre jeunesse, si je peux dire, où à la fin des années 60, le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick était sorti, puis il y avait cette intelligence artificielle maléfique un peu dans le vaisseau spatial, qui était assez juste, c'était assez juste finalement le portrait qu'il faisait et qui témoignait aussi des risques. Mais tu as raison pour ce qui est des infrastructures, des centres de données, c'est votre activité chez Enovum. Et bravo d'ailleurs pour le progrès que vous faites, parce qu'une des choses qu'il faut également faire, c'est qu'il faut se délier un peu du monopole classique des grandes firmes de tech, là, GAFAM, comme on dit, là, parce qu'il y a une question de contrôle de l'information, de confidentialité, de circulation des données, de mainmise des populations également sur ces technologies-là qui est importante. Alors, je vois l'effort que vous faites. Il y a d'autres firmes également dans le monde qui font ça également à l'écart des GAFAM. Mais je pense qu'on pourrait même aller un pas plus loin. Moi, j'ai toujours été séduit et intéressé par l'idée qu'au Québec, par exemple, on a de vastes régions. Sur une région, il y a les établissements de santé, d'éducation, des entreprises. On pourrait avoir des centres de données régionaux qui seraient la copropriété d'une entreprise, bien sûr, qui les bâtit, qui les fait fonctionner, mais également les intervenants locaux, que ce soit le réseau des services publics ou bien les PME de la région. Je pense que beaucoup y verraient de l'intérêt pour justement avoir une alternative à ce qu'on a actuellement là, sur le marché des très grandes entreprises. Est-ce que vous pensez que ça peut revenir moins cher, par exemple? Le problème, là, c'est que c'est une question de masse critique. C'est-à-dire, comme dans tout, s'il y a très peu d'utilisateurs, ça ne sera pas moins cher. Par contre, si les gens se mobilisent dans une région, ou plus largement, disons, pour le Québec, il peut avoir un effet sur les coûts. Parce que là, la masse critique, on va être plus proche de l'atteindre. Mais il faut réaliser, je pense que ce serait un beau projet pour le Québec, d'ailleurs, de régionaliser un peu ces centres de données-là, puis surtout d'en donner une partie du contrôle aux intervenants régionaux. Donc, une question de souveraineté des données aussi. Oui, c'est ça, exactement, parce que ces données-là, où est-ce qu'elles sont? Je ne suis pas en train de vouloir diaboliser les GAFAM, là. Elles font également des bonnes choses. Moi-même, j'ai des produits Apple au moment où je vous parle, là. Mais il faut quand même avoir conscience de ça. Créer des grands monopoles, ça peut comporter des risques également. Puis est-ce que ici au Québec, puis vous, pendant vos mandats, vous avez dû le voir aussi, les centres de données consomment de l'électricité.
Puis, est-ce que ça a une utilité, selon vous, votre expérience à vous, d'avoir des centres de données ici, le fait que ces infrastructures-là consomment de l'électricité? Oui, c'est le grand débat de l'utilisation de l'énergie au Québec. À quoi va-t-on employer la nouvelle électricité qu'on va produire au cours des prochaines années? On ne peut pas échapper. Il y aura des centres de données, puis le Québec a des atouts uniques, que ce soit l'électricité, qui devient un peu limitée et serrée, on le voit, mais également le climat. Ouais. Tu es le premier à savoir que dans les centres de données, la question du climat, de la température ambiante est majeure. Puis pour une fois, être dans un pays plus froid, ça peut avoir certains avantages. Donc oui, c'est utile, mais là, je reviens au concept qu'on discutait tantôt. Qui contrôle et qui fait quoi? Donc, encore une fois, un peu plus de contrôle, je dirais pas démocratique, ça ne veut pas de faire la politique quotidienne avec ça, là, mais un peu oui aussi. La société civile, la démocratie et un rôle là-dedans, ça va aider à prévenir les excès ou les problèmes. Puis dans le secteur, vous, quand vous venez ici, au World Summit AI, où il y a pas mal de compagnies d'intelligence artificielle, il y a aussi des compagnies qui sont un peu l'infrastructure physique là, qui soutiennent ces applications-là. Est-ce que vous pensez que ça va aller, ces applications vont aller encore plus loin? Naturellement. Ouais. Je pense qu'on ne peut même pas soupçonner dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ce que ce sera. Je donne un exemple. Je connais un peu le secteur des batteries. J'y ai travaillé pendant une couple d'années. Et ce qu'on a maintenant, c'est de la modélisation digitale des batteries. Alors, si on a à faire un ajustement à la batterie, cathode, anode, électrolyte, format, au lieu de chaque fois faire un nouveau prototype physique puis le tester, puis recommencer sans arrêt, ce qui est très cher en temps et en ressources, avec un modèle comme il existe maintenant, on peut faire ces changements-là sur le modèle digital. C'est le nouveau manufacturier, en fait, c'est un peu la même philosophie. Et tester les ajustements avant de dépenser de l'argent et des ressources pour bâtir un nouveau spécimen de batterie. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça existe dans le manufacturier de tous les genres maintenant. Incroyable, ouais. Donc au lieu d'utiliser des produits chimiques, des matériaux, du temps, puis beaucoup d'argent, vous pouvez modéliser une batterie carrément et sa consommation. Absolument. Dans un ordinateur. Ouais. Ouais, je me souviens, à l'époque, j'avais eu une rencontre en Allemagne avec les gens de General Electric. Là, qui étaient, puis, en fait, le concept, c'est de marier ou d'unir la réalité virtuelle et la réalité physique. D'être capable de travailler à partir du virtuel sur le matériel et faire les ajustements en temps réel d'une chaîne de production manufacturière. Et ça, c'est déjà là. On est déjà là. Et ça va augmenter encore au cours des prochaines années. On ne voit que le début actuellement. Manier la réalité virtuelle avec la réalité physique, c'est pratiquement comme un changement de civilisation. Bien, c'est pour ça, moi, je compare ça à l'imprimerie ou des grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Parce que, outre la découverte technique, c'est un changement de paradigme social complet. C'est-à-dire que la façon dont les gens entrent en relation les uns avec les autres, les pays les uns avec les autres, la science, l'éducation, c'est excessivement profond. Donc, il faut aller au-delà du gadget technique là, et voir l'impact que ça a sur la société. Puis aujourd'hui, quand vous regardez le Québec, est-ce que c'est une place qui est propice pour innover dans le secteur de l'intelligence artificielle, puis de la technologie en général? Oui. Est-ce que ça reste... Oui, ça reste un des bons endroits dans le monde, mais pas le seul. Hein. Il faut faire attention de ne pas trop se convaincre qu'on est les seuls, les meilleurs tout le temps. Il y a plein d'endroits dans le monde où ça progresse très rapidement, l'intelligence artificielle. Mais il faut garder notre place comme un des milieux les plus dynamiques au monde. Et pour ça, on a un avantage. C'est le talent des gens. C'est le système d'éducation, la formation, la créativité qui est assez propre au Québec. Pas uniquement, on n'a pas le monopole de la créativité, mais on est quand même un peuple, je dirais, en général, très créatif. Et c'est comme ça qu'on va garder cette position de leadership. Mais il faut garder également le soutien des institutions d'enseignement supérieur, les universités, les instituts, pour être capable de toujours être en leadership au Québec. Parce que c'est une compétition. Hein? Une compétition pour les cerveaux, pour les ressources financières, pour les investissements industriels. Alors, il faut être très, très actif. C'est une compétition, effectivement. Puis moi qui suis dans le secteur privé, on le voit régulièrement. Mais on a quand même des bons atouts. Puis, on a des atouts. Le talent est là. Faut pas se gêner de les faire valoir non plus. Non. Puis évidemment, la température ambiante, comme je le disais tantôt, pour une fois, ça a un avantage pour nous. Dans certains secteurs, oui. Ouais. Bien, écoutez, M. Couillard, c'est ça qui conclut notre discussion. Puis j'étais très content que vous passiez nous voir ici pour une diffusion en direct sur LinkedIn. Fort intéressant cette discussion-là. Toujours